Le Digital Services Act, DSA, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une contradiction? Le DSA de l'Union européenne vise à réguler les grandes plateformes en ligne, en renforçant la transparence, la modération des contenus et la lutte contre les fausses informations. Bien qu'il soit conçu pour améliorer la sécurité en ligne et protéger les utilisateurs, certains aspects de cette loi pourraient être perçus comme en contradiction avec les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, de 1789. Ces contradictions concernent notamment la liberté d'expression, la présomption d'innocence, les droits à la défense et les droits à la vie privée. Voici les principaux points de tension. Liberté d'expression. Article 11 de la Déclaration. L'article 11 de la DDHC stipule « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Le DSA impose aux plateformes de contrôler activement le contenu pour lutter contre la désinformation et les discours de haine. Bien que cet objectif soit louable, il soulève des questions sur le risque de surcensure, où des opinions légitimes pourraient être supprimées par excès de prudence de la part des plateformes. Les géants de la technologie pourraient restreindre excessivement la liberté d'expression en supprimant ou en modérant des contenus jugés controversés, même si ceux-ci relèvent du débat légitime ou de la critique politique. Qui décide si une information est fausse? Une des préoccupations majeures soulevées par le Digital Services Act est la question de qui décide ce qui est vrai ou faux, qui définit ce qu'est un discours de haine. Pendant la pandémie, de nombreuses informations initialement qualifiées de fausses ou de désinformation par les autorités et les médias ont, avec le temps, été reconnues comme ayant une certaine validité. Ce phénomène souligne les dangers potentiels de confier la responsabilité de la vérification des faits à des entités centralisées ou privées, comme les plateformes numériques, les fact-checkers ou même des gouvernements. En effet, la situation de la pandémie a montré que certaines théories initialement considérées comme conspirationnistes, comme l'origine possible du virus en laboratoire ou des informations concernant les effets secondaires des vaccins, ont fini par être prises plus au sérieux au fil du temps. Cette évolution soulève des questions fondamentales sur la gestion de la vérité dans une société démocratique. En droit international et national, la notion de discours de haine est parfois trop large et les critères pour le définir ne sont pas toujours clairs. Cela peut conduire à des abus, où des opinions légitimes ou des critiques politiques peuvent être censurées au motif qu'elles constituent un discours de haine. La lutte contre le discours de haine entre en conflit avec le droit à la liberté d'expression. Dans des régulations comme le Digital Services Act, les plateformes sont appelées à retirer le discours de haine, mais sans une définition précise, elles risquent d'interpréter trop strictement la modération de contenu, entraînant une censure excessive. Le danger de la censure prématurée. Si le DSA impose aux grandes plateformes de modérer le contenu jugé faux ou dangereux, qui garantit que les décisions prises aujourd'hui ne seront pas révisées à l'avenir? L'histoire récente prouve que la science évolue et que certaines vérités ne se révèlent qu'avec le temps. Limiter la diffusion de certaines informations trop rapidement risque de nuire à la liberté d'expression et à la progression des débats scientifiques ou sociétaux. Le risque est donc que la modération et la censure, bien qu'imposées pour protéger le public, empêchent la diffusion d'idées qui, plus tard, pourraient se révéler exactes. Il est essentiel que ces processus soient transparents et permettent une révision permanente des décisions pour éviter les erreurs historiques qui résultent de jugements trop hâtifs. Présomption d'innocence et droit à la défense, articles 9 et 12. L'article 9 de la DDHC affirme que tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Le DSA permet de retirer rapidement des contenus jugés illicites, parfois sans qu'une enquête complète ait eu lieu, risquant ainsi de sanctionner des utilisateurs avant de prouver leur culpabilité. Jugement sans procès, une justice privée? Les plateformes jouent le rôle d'arbitre privé, supprimant des publications ou fermant des comptes sans l'intervention d'un tribunal et, bien souvent, sans fournir de justification claire. Cela contrevient au droit fondamental d'un procès équitable où l'utilisateur peut se défendre devant un juge. Cette suppression de contenu est une sanction qui, selon les principes démocratiques, devrait être soumise à une procédure judiciaire.
Cela pose problème du point de vue des droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable et à être entendu par une autorité indépendante, en l'occurrence un juge. La suppression d'un contenu ou la suspension d'un compte peut être perçue comme une forme de sanction ou de punition. Et toute sanction, selon les principes démocratiques, devrait suivre une procédure où la personne peut se défendre. La nécessité d'une révision judiciaire. Il est nécessaire de garantir qu'un recours judiciaire soit disponible avant censure pour toute personne, ne serait-ce que pour garantir la présomption d'innocence. Ce processus doit être transparent, impartial et permettre une véritable défense, conformément aux principes de la DDHC. Protection de la vie privée. Article 12 de la Déclaration. L'article 12 de la DDHC protège la vie privée. Or, le DSA impose une transparence accrue des données, ce qui pourrait entraîner une surveillance excessive des activités en ligne des utilisateurs. Cela viole le droit à la vie privée, en contradiction avec les principes énoncés par la DDHC. Conclusion, le DSA en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Digital Services Act présente plusieurs contradictions avec les principes fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces contradictions sont évidentes sur 3 points majeurs. Premièrement, qui décide si une information est juste ou fausse? La question de savoir qui est habilité à juger de la véracité d'une information reste floue et problématique. Comme l'a démontré la pandémie, des informations initialement étiquetées comme fausses ont été censurées, puis plus tard reconnues comme exactes, comme le témoigne la lettre de Mark Zuckerberg au Sénat américain. L'absence d'autorité indépendante et transparente pour trancher cette question pose un problème majeur en matière de liberté d'expression, conformément à l'article 11 de la DDHC. Deuxièmement, jugement sans procès et sans droit de défense devant un juge. Le DSA permet aux plateformes de décider de la suppression de contenu ou de la suspension de compte sans un véritable procès, ni la possibilité pour l'utilisateur de se défendre devant un juge impartial. Cette pratique est en contradiction avec le principe de présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la DDHC, qui garantit à chacun le droit d'être entendu avant toute condamnation. Troisièmement, manque de protection de la vie privée. L'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen protège la vie privée des individus. Or, le Digital Services Act impose une transparence accrue des données des utilisateurs et de leur comportement en ligne, ce qui peut entraîner une surveillance excessive et une atteinte à la vie privée, allant à l'encontre de ce principe fondamental. Quand une loi entre en conflit avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'est-elle pas nulle et non avenue? La DDHC constitue un socle fondamental des droits et libertés en France. Le Digital Services Act contredisant ces principes, sa légitimité devrait être remise en question au regard des droits fondamentaux garantis par la DDHC. Bien que le droit européen prime sur le droit français, depuis le traité de Lisbonne de 2007, la légitimité de ce traité doit être interrogée. Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 réaffirme l'attachement du peuple français aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels que définis par la Déclaration de 1789. Ce principe repose sur l'idée que le pouvoir appartient au peuple et qu'aucune autorité étrangère ou supérieure ne peut se substituer à la volonté nationale exprimée dans le cadre républicain. L'article 3 de la Constitution stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Toute délégation de pouvoir à des entités supranationales sans consultation directe du peuple pourrait donc être perçue comme inconstitutionnelle, car elle prive les citoyens de leur droit fondamental à participer à l'exercice de la souveraineté. J'invite les professionnels du droit, ainsi que les internautes, à donner leur avis sur cette question. Merci de partager vos pensées dans les commentaires. Je prendrai plaisir à les lire et à y répondre.